Ah, nouveau décor, nouveau poster, plus de lambda, plus de casse-pieds. On va pouvoir reprendre nos vidéos avec de bonnes intentions, juste entre vous et moi. Elle est pas belle la vie? Ah, j'ai juste changé quelques posters et viré un personnage casse-pied. C'est pas non plus une révolution. Bref, trêve de blabla, aujourd'hui on va s'attaquer à une véritable icône du jeu vidéo, à savoir Mario. Vous connaissez Mario? Oui, quelle question. Évidemment, vous connaissez Mario. Tout le monde connaît Mario. Mais sa version papier est quand même largement moins célèbre, et pourtant c'est à lui que l'on va s'attaquer aujourd'hui. Avec Paper Mario, la porte millénaire sur GameCube. Parfait, tu fais passer l'épisode 7 pour un reboot et tout devrait aller comme sur des roulettes. T'attires un nouveau public et à toi le succès. Mario est la mascotte de Nintendo. Véritable mythe du jeu vidéo, il comptabilise à lui seul une pléthore de jeux vidéo à son effigie. Il est tout autant, voire plus populaire que Mickey. Oui, vous l'aurez compris, avec une telle prestance, une telle renommée, un tel charisme, on s'attaque aujourd'hui à un vrai de vrai, un type badass qui en plus de ça, a une moustache. Mario est un acteur, c'est en tout cas ce que prétend Miyamoto. Je cite: si vous connaissez un peu Popeye ou d'autres vieux personnages de bande dessinée, vous savez que ces personnages endossent souvent différents rôles en fonction de l'histoire qui est racontée. Ils peuvent très bien être businessman dans un épisode et pirate dans un autre. J'aborde un peu nos personnages de la même manière, en considérant qu'ils peuvent assumer différents rôles. C'est un peu comme s'ils appartenaient tous à une grande famille ou à une troupe d'acteurs. Et là, je suis sûr que vous vous dites tous, mais Nico, cette phrase est complètement anecdotique. Eh bien non, vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Cette phrase va tout expliquer, elle va expliquer pourquoi Mario va se mettre à faire du tennis, pourquoi est-ce qu'il va faire du golf, pourquoi est-ce qu'il va faire du kart, de la peinture, et pourquoi notamment il va se retrouver dans un univers de RPG. Oui, aujourd'hui nous allons bel et bien parler de Paper Mario. Le second épisode pour être précis. Mario s'était déjà essayé au RPG auparavant dans Super Mario RPG sur Super Nintendo, sorti uniquement au Japon et en Amérique du Nord en 1996. La formule aura par la suite été reprise sur Nintendo 64 en 2001 avec le tout premier Paper Mario, épisode fondateur de la série des Paper Mario, qui va poser la base de tout ce que sera la suite de la série. Mario est un personnage en 2D, en papier donc, évoluant dans un monde en 3D. De cette particularité va découler toutes les interactions possibles dans le jeu et toutes les idées de gameplay. C'est pas tous les jours que le héros est aussi fin qu'une feuille de papier, autant tirer ça à son avantage. L'apogée du système des Paper Mario sera atteint avec le second épisode, Paper Mario, la porte millénaire sur GameCube, sorti en 2004. Un des tout meilleurs jeux GameCube à mon goût. La princesse Peach est en voyage vers le port Lacanaille avec Papy Champi. Celle-ci met la main sur une carte au trésor, très enthousiaste, elle l'envoie chez Mario et lui demande de la rejoindre pour qu'il puisse mettre la main sur le dit trésor. Ni une ni deux, Mario quitte son domicile vers le port Lacanaille. Sauf que la princesse n'est plus là. Elle a été kidnappée, encore, mais pas par Bowser cette fois. Pour le coup, il n'a rien à voir là-dedans. Mario fait la rencontre musclée des membres du Mega Crucis qui sont, semble-t-il, à l'origine de la disparition de la princesse. Leur but est réunir les gemmes étoiles, passer la porte millénaire et découvrir le trésor qui l'abrite. Mario doit se dépêcher. En contrecarrant les plans du Mega Crucis, il pourra sauver la princesse. On va arrêter là pour la mise en situation. Je ne voudrais pas vous spoiler outre mesure. Si le jeu vous plaît un minimum, je vous conseille vivement d'aller l'essayer. Il y a plein de moyens de pouvoir y jouer, que ce soit tout simplement sur la GameCube ou sur émulateur. Chut. Enfin bref, nous, ce qu'on va essayer de voir, c'est de comprendre comment Mario arrive à se saisir de tous les codes du RPG à la perfection, et à savoir les réutiliser en y associant ses propres codes et son univers. Paper Mario et la porte millénaire est un RPG prenant place, on l'a vu, dans le monde du royaume champignon. Étant un jeu de rôle, on retrouvera des mécanismes classiques du genre, comme un scénario qui se développe autour d'un fil rouge, sauver la princesse Peach, Et le monde par la même occasion. le tout agrémenté de nombreuses quêtes annexes,
plus ou moins utiles il est vrai, avec de nombreux PNJ qui vous aident, vous affrontent, font vivre le jeu, ainsi que des alliés qui vont vous prêter main forte pendant les combats. Ah, et oui, des combats au tour par tour. Nous ne sommes donc clairement pas devant un action RPG, mais face à un jeu de rôle plus ou moins classique. À ceci près que ne combattent que deux personnages, Mario et un de ses coéquipiers qu'il est possible de changer au cours du combat. Coéquipiers qui, cela dit en passant, sont représentatifs du monde de Mario. Ainsi retrouve-t-on des Goombas, des Koopas et autres joyeusetés. Sûrement une loi obligeant la représentation des minorités champignons, mais c'est un autre débat. Les combats s'appréhendent donc de plusieurs manières. Dans un premier temps, les attaques de contact, avec le marteau notamment, peuvent être envisagées, sauf si l'ennemi est en l'air. Ainsi, il vaudra mieux envisager quelque chose comme un saut sur l'ennemi. Oui, mais s'il possède des pics, ça risque d'être un petit peu dangereux quand même de lui sauter dessus. Vaudrait mieux dans ce cas-là envisager des attaques à distance disponibles grâce à vos badges ou tout simplement grâce aux capacités de vos alliés. Autre particularité du titre, Mario est en papier. Et pas seulement lui. Tous les êtres vivants et une bonne partie des décors le sont aussi. Ils ne le savent probablement pas, ils n'en ont certainement pas conscience, mais tous sont en papier. Au-delà du simple aspect visuel, cela va apporter de véritables idées de gameplay pour notre cher Mario. Transformation en avion de papier, en bateau, en rouleau, passage à travers de fines brèches, les exemples ne manquent pas. Au-delà des combats, de nombreuses énigmes sont donc proposées à Mario pour remplir ses objectifs. Des énigmes qui à certains moments du jeu demandent une vraie réflexion et requièrent de savoir utiliser au bon moment les capacités de vos compagnons ou ceux de Mario. Un interrupteur inatteignable, Koupek est là pour l'atteindre pour vous. Un mur qui se décolle, Cumulia se fera une joie de souffler dessus et vous ouvrira une voie jusqu'alors inaccessible. Voilà grosso modo pour le concept. Maintenant va rester une question, à savoir pourquoi y accroche-t-on ? En dehors de cet aspect somme toute classique, beaucoup de dynamisme est apporté au cours des combats. Les attaques ne se réalisent pas d'elles-mêmes une fois choisies. Enfin si, mais pour maximiser les dégâts, et donc parfois espérer pouvoir toucher l'adversaire, il va falloir réaliser des actions contextuelles. Lâchons le mot. Des QTE sont nécessaires. Je sais, ça fait un petit peu gros mot ces derniers temps, mais appelons un chat, vous voulez bien ? Point de bêtes QTE comme les beat'em all ont si bien pu les populariser, mais des QTE pertinentes, raccord avec les actions nécessaires à réaliser. Outre le système d'attaque et de sort, les actions concernent aussi les gardes, de la simple défense pour amoindrir les coups, en pressant notamment la touche A avec un timing assez large avant que le coup ne vous soit porté, à la contre-attaque, beaucoup plus strict au niveau timing, en appuyant sur la touche B au moment pile de l'attaque ennemie, ce qui vous permet de faire des dégâts à l'adversaire alors que ce n'est pas votre tour. Je l'ai déjà dit, mais Paper Mario possède deux gameplays, et il faut dire qu'on accroche tout autant à ce second. Si les combats sont extrêmement bien pensés, les énigmes ne sont point en reste et rappellent que Mario est capable de beaucoup de choses. Il sait sauter, il a un marteau et des compagnons qui ne rechignent pas à la tâche. Ainsi, il ne vous est pas bêtement demandé d'avancer et de simplement récolter quelques clés, vous servant à ouvrir des passages, même si l'idée reste de loin la même. L'idée d'un Mario papier n'a d'ailleurs à s'appliquer que pendant des phases hors combat et vous demande de faire chauffer parfois assez longtemps vos méninges. Contrairement à beaucoup de RPG qui vont jouer la carte de leur système de combat comme point névralgique de leur jeu, parfois au détriment du reste, quitte à laisser de gros passages à vide lorsque justement il n'y a pas de combat. Merci Intelligent System pour avoir pensé à quelque chose pour éviter ces gros passages à vide. Des passages qui généralement vont venir plomber des RPG, nous proposant des moments rarement très mémorables. L'idée c'est tout bêtement de ne pas ennuyer le joueur. Merci d'y avoir pensé. Ah, et merci sincèrement surtout à cet univers complètement décalé, bourré d'humour de A à Z. Ça fait du bien. Quand on prend un peu de recul sur l'univers dépeint dans les premiers Mario, on a tous eu un jour ou l'autre ce petit sourire en pensant à ce plombier qui se faufile dans des tuyaux faisant des massacres de tortues en mangeant des champignons qui lui donnent des super pouvoirs. La fameuse origine du... Mais ils ont pris de la drogue! Cependant, pour vous la faire courte, parce que cela a été dit de très nombreuses fois, l'univers Mario est centré autour de son gameplay. Les Goombas sont ce qu'ils sont pour donner envie qu'on leur saute dessus. Donc non, pas de drogue. Chez Nintendo, on est astucieux, c'est différent. Oui mais voilà, il faut bien admettre que placé dans un contexte autre que la plateforme, l'univers champignon peut sembler un peu étrange. Dans Paper Mario, l'univers champignon... Alors petite digression s'il vous plaît, je vais parler d'univers champignon au lieu de royaume champignon. En effet, Port la Canaille et les lieux visités n'en font apparemment pas partie. Peach serait parti quelque part en vacances ou en vadrouille, je ne sais pas, mais pas dans son royaume. En effet, lorsque Peach et Mario vont
à la fin du jeu retourner chez eux, ils retournent bel et bien dans le royaume champignon. Alors certes, j'en viens à cette conclusion par simple déduction, mais il me semblait tout de même important de le notifier. Donc je disais, dans Paper Mario, l'univers champignon est incroyablement bien représenté et prend une forme tout à fait tangible, réaliste, probable et cohérente. Le premier contact est celui du port Lacanai donc, un lieu plutôt crade, dangereux, malsain, avec une pègre qui a le contrôle de la ville et une absence totale de sécurité civile. Sauf que ce premier contact nous montre un carrefour des peuples. On y trouve de tout ici, des bobombs, des goombas en ombre, des toads, des piantas et autres ethnies propres à l'univers Mario. Tout le monde vient pour la canaille pour refaire sa vie, avec plus ou moins de succès. Au moment où je découvre le jeu, il y a de cela quand même quelques années, j'ai même la surprise et le choc de voir que des Goombas ou des Koopas ne sont pas nécessairement des ennemis comme on aurait pu le voir dans les précédents jeux. Non, en fait, ce sont tout bêtement des individus qui se sont enrôlés de gré ou de force dans l'armée de Bowser. Ok, on sait ça depuis un petit moment, mais le choc était là pour moi. Ainsi, le monde de Mario est vivant. Il a ses codes, ses règles, son cadre de vie. C'est par ces petites touches de ci et de là que se construit l'univers Mario. C'est ça que l'on aime dans les jeux Nintendo. Il faut toujours se pencher sur ce qui n'est jamais dit. Cela laisse certes la place à beaucoup de spéculations, à des théories, mais cela ne fait que renforcer un univers. Et sans rien dire, c'est ça qui est fabuleux. Pas besoin d'être pointilleux, le mystère est là pour gonfler le mythe Mario, et ainsi son monde apparaît avoir son existence propre. On s'égare un petit peu, certes, mais Paper Mario apporte, pour qui apprécie l'univers Mario, des clés de lecture, ainsi que de la satisfaction de voir vivre un monde cohérent qui fera taire, un jour, je l'espère, les plus moqueurs d'entre vous. Pourtant, on peut bel et bien se demander si cet univers, ce monde, ce port la canaille existe réellement, ou si c'est pas juste un décor. Est-ce qu'il a son existence propre dans l'univers Mario? En effet, il a été dit plus haut que Mario et ses acolytes étaient comme des acteurs. Voilà pourquoi Bowser et Mario, qui se mettent sur la tronche à longueur de temps, se font de temps à autre une partie de tennis ou de golf. Dans Paper Mario, un monde nous est dépeint. Il est cohérent et diablement attirant, mais est-il réel? Tout simplement, n'assiste-t-on pas à un simple film ou à une pièce de théâtre? Si la question peut se poser pour l'ensemble des jeux Mario, ici le doute est des plus perturbants. Premier choc pendant les combats, ils ont lieu devant un public. Si d'un point de vue de gameplay, cela s'explique par le soutien qu'il peut vous apporter, vous permettant de charger des coups spéciaux débloqués grâce aux gemmes étoiles, cela reste tout de même assez perturbant de se dire que chaque combat est comme une scène d'une pièce de théâtre où Mario et les autres protagonistes en sont les comédiens, d'autant plus que Mario ne se balade pas avec une cinquantaine de spectateurs à sa suite. Le combat commence par une levée de rideau et se termine en se fermant. À chaque montée de niveau, Mario fait le show devant le public. De même, effectuer les actions de combat avec style vous apporte de la dévotion. Les combattants ont connaissance de ce public. Le quatrième mur est donc extrêmement fragile. Ils ne vont pas être rares les moments où les protagonistes vont eux-mêmes interagir avec le joueur. Je repense notamment à ce moment où Cruxeros, l'un des ennemis récurrents de Mario, se déguise en marin dans un des chapitres. Le déguisement est grossier et l'ennemi est facilement reconnaissable. Cruxeros interpelle alors le joueur pour lui dire de ne rien souffler à Mario, qui semble ne pas l'avoir reconnu. C'est pour tout ça que j'aime ce Paper Mario. Il est agréable, beau et tellement prenant. Ce ne sont ici que quelques exemples marquants des interactions du jeu avec le joueur lui-même. Vous jouez au jeu et le jeu va jouer avec vous. La boucle est bouclée. Mon seul regret maintenant est de me dire que ce RPG-là de Paper Mario aura été plus ou moins le dernier grand jeu de rôle développé pour Paper Mario. Alors certes, le personnage aura continué son petit bonhomme de chemin à travers un retour à la plateforme notamment, et puis avec des histoires de stickers, où là j'ai pas très bien compris. Mais voilà, plus de jeux de rôle Paper Mario avant un bon moment. Il n'y a plus qu'à attendre et puis croiser les doigts pour que ça puisse revenir un jour. Et puis voir ce que pourrait donner Mario et Luigi Paper Jam.